Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous et ravi de vous revoir pour cette nouvelle émission. Ce soir, je suis un homme en colère. Il y a quelques jours, Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, a mis un veto ferme et définitif à un éventuel rachat de Carrefour par une société canadienne, Couche-Tard. La rapidité et la brutalité avec lesquelles il a pris cette décision me choquent. Ce qui me trouble est la raison invoquée, au nom de la sécurité alimentaire. J'ai vraiment l'impression qu'il nous prend pour des jambons, si ce n'est pour des... Comme aurait dit Georges Marchais en son temps, c'est un scandale. Vous me direz un de plus, après celui des masques de l'été, où Victoire fut criée tôt vite, et celui de la vaccination qui se dessine. La sécurité alimentaire, la vraie, serait de faire attention à la qualité de produit et de prendre le chemin de l'amélioration de cette dernière et d'arrêter pour un ministre d'interdire de rajouter n'importe quoi dans l'alimentation. Juvénal le Romain disait un esprit sain dans un corps sain, ce qui pourrait se traduire dans le langage du XXIe siècle par arrêter de dire, de faire et de manger des bêtises. Vous aurez remarqué que je maîtrise mon langage. Ce refus brutal avec une argumentation aussi peu sérieuse me paraît dangereux pour les affaires, dont l'économie et la crédibilité de la place de Paris est surtout dangereux pour Carrefour, dont le modèle est vieillissant et qui peine à se renouveler, si ce n'est se réinventer. En 10 ans, le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur, ce qui n'est pas bon signe. J'espère que ce dirigisme ne coûtera pas trop cher à Carrefour et à ses actionnaires. Les clients n'ont rien à craindre, il existe beaucoup d'autres distributeurs alimentaires dans le monde et il y aura toujours des pâtes ou du papier toilette dans les rayons. Il y en a 6 importants en France. Avant de passer à autre chose, je vais faire une prédiction. Carrefour finira par être absorbé, racheté ou fusionné par Couche-Tard ou un autre, et c'est loin d'être sûr que la société, ses actionnaires ou la France sortent gagnants de cet excès d'autoritarisme. Le confinement est de retour un peu partout, et d'après ce que l'on lit dans les médias, il y a peu de chances que la France y échappe. Vous savez tous que je pense que la pandémie a été gérée à l'envers, mais par pudeur pour les victimes, je vais attendre qu'elle soit derrière nous pour revenir sur ce sujet. Ce qui est plus intéressant est de voir que même si la bourse recule un peu au gré de la lenteur de la vaccination et en conséquence du retour à la normale, il n'y a pas de krach ou de second effondrement des marchés. C'est sans doute l'effet des plans de soutien et de l'injection massive de liquidités. Il faut bien sûr rester prudent, mais je crois qu'à moyen terme, la possession d'actifs de qualité est la clé de la bonne gestion d'un patrimoine. En revanche, la hausse vertigineuse de certaines valeurs technologiques ne pourra pas continuer, car tout le monde sait que les arbres ne montent pas au ciel. Le problème, car il y en a toujours un, est que personne ne sait où commence le ciel. Et il y a une différence majeure avec le krach technologique du début des années 2000. En ces temps, les valeurs qui avaient démarré le bal de la dégringolade étaient surendettées, n'avaient que peu de chiffre d'affaires et des technologies pas vraiment révolutionnaires. On rêvait plutôt de révolution. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, le chiffre est là, les perspectives sont bonnes, et du fait de lever sur le marché ou hors marché, il y a pléthore de trésorerie. Mais je vous le répète, cela peut modifier un chapitre ou deux, rallonger le texte, mais cela ne changera pas la fin de l'histoire. J'en profite pour saluer Netflix, qui a publié qu'il avait plus de 200 millions de clients. Si on évalue un petit peu à 10 € de facturation par mois, il collecte 2 milliards par mois. Donc Netflix a vraiment de beaux jours devant eux et on peut s'attendre à de très très belles nouvelles séries. Voyageons un peu, cela va nous changer les idées. Et voyons ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Joe Biden a pris ses fonctions et la soi-disant insurrection qui devait l'accompagner n'a bien entendu pas eu lieu. Cela faisait sa 3e campagne et il a fini par l'emporter. Comme quoi la ténacité paye. Il me fait un peu penser à notre regretté Chirac, qui lui aussi s'y était pris à 3 reprises pour finir par l'emporter à plus de 80%. Et qu'en a-t-il fait? Pas grand-chose. Biden n'a pas eu ce score, mais une victoire nette qui semble faire plaisir à presque tout le monde en dehors des États-Unis. Les Européens vont échapper à une augmentation des sanctions commerciales, ou en tout cas ce sera plus soft et surtout réalisé de manière plus discrète. Les Chinois vont arrêter d'avoir un président sur leur dos à longueur de journée, même si on entend des voix démocrates pour dire que sur ce coup-là, Trump a plutôt bien fait. Les 196 pays signataires de l'accord de Paris vont être contents de voir revenir les États-Unis et leur dollar, enfin peut-être pas tous, mais l'immense majorité. Les Iraniens vont pouvoir continuer à enrichir leur uranium tranquillou. Les Palestiniens vont pouvoir revenir à la table des négociations par la grande porte. Espérons qu'ils en saisissent l'opportunité. L'OMS et probablement l'UNICEF
vont voir l'Amérique et sa généreuse contribution revenir. Quelques-uns, Poutine, Netanyahou, Bolsonaro, vont sans doute le regretter, mais ils pourraient le suivre, un peu comme Robespierre suivi Danton. Enfin, pas vraiment, on ne coupe plus les têtes aujourd'hui. Et maintenant, que va-t-il faire? En Amérique, on ne plaisante pas avec l'économie, les affaires et le travail. Il va continuer, comme l'a fait Trump, à soutenir l'économie et à tout faire pour relancer la machine au plus vite. Et il réussira, car comme tous ses prédécesseurs, il s'en donnera les moyens. C'est en lui souhaitant bonne chance que je vais terminer mon édito et passer la parole à David pour son point marché. Bonsoir David, que se passe-t-il sur les marchés? Bonsoir Bernard. Eh bien, écoutez, les performances du mois de janvier sont bonnes, mais les marchés se tassent un peu ces derniers jours au rythme des nouvelles sur la pandémie. Enfin, surtout en Europe, car aux États-Unis, les indices restent près des plus hauts, alors qu'en Europe, les indices sont plutôt au plus bas de ces 10 derniers jours. On voit bien en fait que la restriction de la mobilité des populations devient une arme nécessaire pour tenter d'endiguer la progression de la pandémie. Le constat est simple, on a eu un emballement de la nouvelle vague de contamination, notamment due à l'apparition de variants plus contagieux, devient une arme nécessaire pour tenter d'endiguer la progression de la pandémie. Le constat est simple, on a eu un emballement avec beaucoup de nouvelles vagues de contamination, notamment due à l'apparition qui est une plus contagieux, devient une arme nécessaire pour tenter d'endiguer la progression de la pandémie. Beaucoup d'échos. Le constat est simple, on a eu un emballement avec de nouvelles vagues de contamination, notamment. Ah, voilà, là, pardon, excusez-moi, c'est beaucoup mieux. Bien. Donc, on voit bien que les mesures modérées de restriction de mobilité n'ont pas été extrêmement efficaces. Les tensions dans lesquelles se trouvent les systèmes de santé dans de nombreux pays montrent qu'il va y avoir des restrictions beaucoup plus fortes. Et les conséquences de ces restrictions sur la croissance seront également relativement fortes, même si elles ne seront sans commune mesure avec ce qui s'est passé en mars-avril de l'année dernière. Alors n'oublions pas ce que l'on disait en tout début d'année. Les marchés ont terminé 2020 sur un optimisme qui était à la limite de la décence. On tablait sur 5 à 6% de croissance mondiale, des bénéfices en hausse de 20% au niveau mondial, plus 40% pour les sociétés européennes, des vaccins, un retour à la normale au deuxième trimestre, etc. Tellement de bonnes nouvelles ont été mises dans les prix des actifs que le marché a de moins en moins le droit à l'erreur sur l'optimisme des prévisions. Or, l'évolution de cette pandémie ne cesse de répéter une musique assez claire. Son contrôle sera beaucoup plus laborieux que ce que nous pensions. Ainsi, il y a une probabilité assez forte pour que le marché puisse tenter de, comme on dit poliment, respirer en ce début d'année après les gains assez forts qu'il y a eu sur de nombreux indices. On est au tout début de la saison des résultats aux États-Unis et cette semaine est une grosse semaine car ce n'est pas moins de 40% des sociétés qui composent le S&P 500 qui publieront leurs résultats. Au 1er janvier, on attendait des résultats sur le trimestre en baisse de 10%. Les 70 premiers résultats publiés, prenons ce chiffre avec des pincettes, c'est 15% à peine de l'indice S&P 500. Ils ont publié des résultats en hausse, tant et si bien que si on continue comme cela, on pourrait bien avoir des résultats américains stables par rapport à l'an dernier, ce qui serait une excellente nouvelle pour soutenir les cours boursiers. Inutile de dire que nous allons surveiller ces publications comme le lait sur le feu et je ne manquerai pas de vous tenir au courant dans les prochaines semaines. Donc, malgré une volatilité qui pourrait gagner du terrain dans les semaines qui viennent, il ne reste pas moins que l'on peut toujours croire à l'embellie de la situation économique et surtout vers un retour à une certaine normalité vers la fin de 2021. Disons qu'un peu de prudence aujourd'hui devrait s'accompagner par la mise en place de stratégies un peu plus sélectives pour bien épouser la nouvelle donne du cycle économique et financier qui devrait apparaître vers l'été ou l'automne, pas avant. Encore et toujours, c'est l'évolution de la pandémie qui en dictera la cadence. Donc pour le moment, toujours un peu de prudence. Très bien, merci beaucoup pour cet édito. J'ai juste une petite question à vous poser. Acheter pour un gérant, pour un gestionnaire, on dit toujours que le market timing est la chose la plus difficile de savoir quand acheter et quand vendre. Et il y en a même certains qui disent que d'ailleurs, il vaut mieux pas faire de market timing et que quand on trouve une bonne société ou quand on trouve une bonne idée, ma foi, même si on l'achète un peu trop tôt, il n'y a rien de grave, ça finira par payer.
Comment vous entendez ça et comment vous le traduisez dans vos actions au quotidien? Alors, nous, chez Senso, on a mis en place une philosophie de gestion que je qualifie d'habitude auprès de mes clients comme gentiment contrariant. Alors, ça veut dire quoi être gentiment contrariant? Ça veut dire que effectivement, le plus dur, hein, c'est de trouver le moment où le marché va se retourner dans un sens ou dans l'autre. Donc, en fait, nous, on raisonne juste par la vitesse de progression du marché. Plus le marché progresse et plus il progresse vite, plus on a tendance à prendre des bénéfices pour mettre des cartouches au sec et pour pouvoir réinvestir le jour où il y a un retournement. Parce que, comme vous le dites, Bernard, on ne sait jamais quand ça se produit, mais ça se produit toujours. Il y a toujours des retournements, il y a toujours ça ne va jamais en ligne droite. Voilà. Donc, c'est toujours cela. Nous, ce que l'on aime, c'est pouvoir profiter des coups de grisou sur les marchés pour réinvestir, hein. C'est ce que l'on a pu faire en mars dernier pendant la crise. Mais si on a pu le faire en mars dernier, c'est qu'après les très bonnes performances de 2019, qui avait été une année boursière excellente, on avait pris des bénéfices et on avait mis des cartouches au sec. Donc voilà, juste garder les pieds sur terre, ne pas s'emballer, ne pas se laisser emporter par le momentum et toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Très bien, merci. C'est maintenant au tour de notre invité suivant, Bruno Krast de la société H2O Asset Management. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bernard. Ravi de vous avoir avec nous. Donc, comment allez-vous Bruno? Écoutez, je vais très bien. Ravi d'être invité à votre émission. C'est la première fois. Merci, c'est très gentil. Déjà, mille merci d'être venu partager un peu de votre temps avec nous. Je vais vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous avez commencé votre carrière dans la gestion de portefeuille obligataire chez Indosuez en 1989 et avez évolué dans ce monde et cette société au gré des fusions et des rapprochements jusqu'en 2010 où vous vous êtes lancé dans une aventure entrepreneuriale en créant H2O. Vous en êtes le directeur général tout en gérant ou co-gérant certains fonds. Vous avez un style de gestion assez unique que vous déclinez de manière offensive et défensive. Le déclenchement de la crise du Covid est venu bouleverser votre gestion et les résultats cette année n'ont pas été à la hauteur des attentes des porteurs de parts, très loin des performances auxquelles vous nous aviez habitués et sans doute décevants pour vous et vos équipes. En quelques mots, que vous inspirent ces résultats? Alors oui, elles sont décevantes, mais finalement, elles sont à l'aune de tout ce que nous avons fait depuis de très longues années. Nous avons eu en fait 7 années exceptionnelles de performance. Nous nous attendions à avoir une année difficile, mais nous ne l'attendions pas aussi rapidement. Donc nous avions malheureusement, nous avions gardé des positions toujours assez exposées sur nos stratégies qui sont essentiellement des stratégies relatives. Et c'est vrai que le Covid nous a surpris. Il nous a surpris d'abord parce qu'il est arrivé, cette crise des marchés qui a été déclenchée par le Covid est arrivée beaucoup plus tôt pour nous. Nous l'attendions plus tard, 6 mois après. Et puis parce que son ampleur a été, pour vous donner un niveau 4 fois supérieur à ce qui s'était passé en 2008, surtout pour des stratégies comme les nôtres qui sont plutôt des stratégies d'arbitrage. C'est vrai que les stratégies d'investissement traditionnelles, qui avaient beaucoup sous-performé notre approche pendant ces 7 années, s'en sont sorties un peu plus tôt que nous. C'est-à-dire que nous remontons la pente aujourd'hui, mais le meilleur est devant nous, si je peux dire ça. Et c'est vrai que c'est d'une part l'ampleur de cette crise et puis le fait qu'elle soit arrivée bien avant que nous l'attendions. Très bien. J'ai commencé à acheter certains de vos fonds en 2011 et à les conseiller en 2012. Quand j'étais venu à votre rencontre dans vos bureaux londoniens, vous m'aviez montré quelques graphiques, matrices et tableaux en m'expliquant que même si c'était difficile à comprendre et pas évident pour un néophyte, le moment était venu d'acheter et que la hausse était devant nous. Vous avez eu raison pour les 7 années suivantes et malheureusement la pandémie est venue casser cette dynamique. Que vous disent aujourd'hui ces mêmes données? Alors en fait, c'est à peu près la même chose puisque depuis, cette gestion a été mise en place dans les années 90 et sur le long terme, elle est, je pense, très supérieure à tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. D'abord par la qualité de sa performance, comme vous le mentionniez, Bernard, mais aussi par son amplitude. Malheureusement, nous sommes très exposés lorsqu'il y a un choc, et notamment un choc de corrélation, comme celui qui a été créé par la crise du Covid. Et dans ces moments-là, nous avons une sous-performance qui, un peu comme un poumon inspirait et expirait, inspire de la performance pour en expirer ensuite pendant de longues années.
Donc, je vous dirais qu'on a devant nous de longues années de surperformance parce que le marché est cabossé et petit à petit, il va se remettre d'équerre, si je puis dire, et tout ça va expirer beaucoup de performance pour ces stratégies d'arbitrage. J'ai examiné vos résultats avec attention, probablement pas comme un gestionnaire d'actifs ou un auditeur, mais comme un gestionnaire de patrimoine que je suis, en me focalisant sur certains fonds. Si j'intègre la valeur de la side pocket, je reviendrai plus tard sur ce point en l'expliquant à nos auditeurs, mais disons que je fais cela pour avoir un périmètre constant. H2O Multibond, un fonds à mes yeux offensif, fait environ moins 20%. H2O Adagio, un fonds à mes yeux prudent, fait environ 0%. Pour le premier, j'ai l'impression qu'un pilote de Porsche a fait une magistrale sortie de route et j'ai envie de vous demander comment vous sentez-vous après cet accident. Et allez-vous repiloter à la même allure, vous calmer ou gérer différemment? Alors en fait, il n'y a pas eu de sortie de route. C'est juste que lorsque l'on prend plus de risques, lorsqu'on grimpe la courbe des risques et que l'on a un choc de cette ampleur que l'on n'a pas anticipé, eh ben, ça crée des dégâts qui mettent plus de temps à être réparés. La différence qu'il y a entre Adagio et Multibonds, c'est que nous avons dû réduire nos positions compte tenu des effets de base à des moments qui étaient des moments défavorables et qui a créé ce différentiel entre Adagio et Multibonds. Adagio, compte tenu d'un risque faible, n'a pas eu besoin de se séparer de position lorsque les prix étaient de mauvaise qualité, alors que Multibonds a dû se séparer un peu. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a un différentiel de performance. Mais sur le long terme, les deux fonds arriveront à des performances qui sont en adéquation avec leurs risques. Par exemple, même après ces moins 20%, parce que ça a un effet négatif à la baisse, mais ça a un effet positif à la hausse. Même après, c'est un effet de convexité. Même sur cette période, par exemple, prenons les 10 dernières années, Multibonds fait à peu près 4 fois mieux que Adagio, ce qui est à peu près son épure. Donc, même si on a rendu cette année un peu plus que l'on aurait dû en termes de performance, on avait, au cours des années précédentes, fait un peu mieux que ce ratio de 4 fois plus. Donc, globalement, on est autour de 4 fois. On est en ligne avec ce que l'on avait promis à nos investisseurs. Multibonds fait à peu près 13% par an depuis une dizaine d'années et Adagio fait autour de 3,5-4% par an. Donc, on est à peu près au même type de performance. Votre gestion est dite de global macro. Pourriez-vous nous expliquer le plus simplement possible de quoi s'agit-il? C'est très simple, on fait très peu d'analyse de titres. Nous prenons des positions qui sont essentiellement fondées sur les grands agrégats monétaires, fiscaux, financiers, même de la géopolitique dans le monde, pour prendre des positions qui sont des positions relatives. La caractéristique d'H2O, c'est que nous ne faisons que des arbitrages. Nous sommes très, très peu sensibles à la direction des marchés sur le long terme. Et donc, nous pensons que c'est dans l'arbitrage qu'il y a le plus de performance potentielle, beaucoup plus de la direction. D'abord, c'est comme un gâteau dans lequel il y a très peu de participants. Nous sommes très peu nombreux dans le monde à faire des arbitrages. L'essentiel des investisseurs, en fait, prennent des positions sur les marchés en direction et non pas en relatif. Et c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Donc, nous sommes dans un monde qui est très différencié par rapport au monde traditionnel. Et c'est pour cette raison que les investisseurs nous ont beaucoup aimés, nous aiment encore d'ailleurs, pour diversifier leur portefeuille avec un moteur qui est différent des autres moteurs traditionnels. Donc, si j'ai bien compris, de ce fait, vous aviez des liquidités disponibles et vous vous en êtes servi pour acheter des obligations privées et ainsi gagner des points de performance. Cela a d'abord bien fonctionné, puis moins bien. Après des échanges entre vous et les autorités de tutelle et de contrôle, il a été décidé de séparer les fonds concernés en deux, la stratégie globale macro d'un côté et les obligations non cotées de l'autre. Est-ce bien cela? Oui, alors une des caractéristiques de notre gestion, c'est qu'elle consomme assez peu de cash. Toutes ces opérations d'arbitrage sont des opérations que nous mettons en place soit à travers des stratégies de change qui consomment peu de cash et des stratégies sur les futurs qui aussi consomment peu de cash. Même quand nous faisons des arbitrages sur les titres, en général, nous achetons certains titres et nous en vendons d'autres. Donc là encore, nous avons peu de consommation de cash. Donc les taux ayant fortement baissé, nous avions créé des petites parties des portefeuilles entre 5 et 15%, donc vraiment des petites parties.
et qui étaient là pour améliorer le rendement global puisque l'essentiel du portefeuille était placé à des taux qui étaient très bas. Donc, comme vous le disiez très bien, dans un premier temps, ça nous a aidé en termes de performance, mais ça nous a aidé, mais pour des montants qui étaient faibles, puisque vous prenez par exemple Multibonds, là, cette partie dette privée rapportait 1,5% par an sur des performances qui étaient de l'ordre de 20-30%. Donc, c'était des petits montants. Malheureusement, nous avons eu cette synchronisation de deux crises en même temps. La première, c'est que la crise du Covid a créé beaucoup de sous-performances. Et d'un autre côté, il y a une certaine forme de défiance et beaucoup d'articles de presse sur ces titres privés, ce qui fait qu'ils ont gonflé à cause de la sous-performance. Quand vous avez 30-40% de sous-performance au moment du Covid, bien évidemment, lorsque vous aviez 10% de dette privée, ben ça devient 17-18%. Et donc, nous avons, en bonne intelligence avec nos autorités, décidé de les side-pocketer, c'est-à-dire de les compartimenter pour pouvoir les céder dans le temps et avec le maximum de chances d'en tirer le meilleur parti. Donc, c'est pour cette raison que cela a été mis en ce qu'on appelle des side pockets et que nous allons céder au cours du temps au meilleur intérêt de nos investisseurs et surtout le plus rapidement possible. Alors, en lisant ce qu'on lit dans la presse, bon, ok, je ne vais pas faire le procès de la presse, mais on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. L'explosion des médias avec Internet fait qu'il y a des relais et des choses. Ce que j'ai l'impression, et vous me corrigerez si je me trompe, c'est que vous cherchez à trouver une solution pour céder le plus rapidement possible ces obligations, pour rembourser les porteurs et vous concentrer sur votre cœur de savoir-faire. Est-ce exact ? Oui, le plus rapidement possible, mais dans le meilleur intérêt de nos investisseurs. Et là, la question que je me pose à moi-même, et que je me suis longtemps posée, et là j'en profite pour vous la poser, pourquoi ne pas laisser le temps au temps et attendre le remboursement des obligations à échéance et restituer les fonds aux porteurs au gré des rentrées? Ça pourrait peut-être prendre 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans, mais en tout cas, si ces obligations étaient bien choisies, si l'économie se renormalise avec le temps, parce qu'il y a fort à parier que la pandémie a abîmé certaines sociétés et donc a dévalorisé leurs obligations, tout ça avec le temps pourrait se normaliser et donc ça pourrait peut-être être mieux, plus long, plus lent, mais mieux. Qu'en pensez-vous ? En fait, nous avons beaucoup d'investisseurs différents. Je pense que certains pensent comme vous, d'autres peuvent penser différemment. Nous, notre but, c'est vraiment de le faire le plus rapidement possible, mais en protégeant les intérêts de nos investisseurs, c'est-à-dire sans les céder trop rapidement. Donc, oui, nous allons les céder, mais nous allons les céder dans le temps qui permettra d'optimiser ces deux variables. Donc, ce n'est sûrement pas 4 ou 5 ans, ce n'est sûrement pas 3 ans, c'est plus court que ça, parce que c'est gérable, mais on est en train juste de mettre en place une structure qui va nous permettre justement d'avoir le meilleur couple temps et prix. Très bien. J'ai aussi remarqué que vos gestions actions ont bien plus souffert que les gestions taux, devises et crédits. Comment l'expliquez-vous ? Oui, en fait, on applique un processus d'investissement qui est transversal à toutes les classes d'actifs que l'on traite. C'est vrai que sur la classe d'actifs actions, ça a été beaucoup plus glissant que sur les autres classes d'actifs, c'est-à-dire qu'on a eu des effets de volatilité et de mouvements de volatilité beaucoup plus importants sur la classe d'actifs actions, même en pourcentage, hein, même si on sait qu'elles sont plus actives, plus volatiles, les actions, elles ont été beaucoup plus fortes que l'aspect normé de ces volatilités. Et ça, c'est une caractéristique des actions. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu, comme il y a une différence entre Adagio et Multibonds, il y a eu une différence encore plus forte sur les fonds qui portaient des actions. Mais une nouvelle fois, ça veut dire aussi que sur le long terme, nous allons rattraper ça dès que ces volatilités se normaliseront et dès que ces corrélations se normaliseront. Notre process est un process, je pense, qui a assez peu de compétiteurs dans le monde sur les taux et les devises. Sur les actions, nous avons eu des résultats un peu plus mitigés. D'accord. Alors, il y a un fonds dans votre galaxie beaucoup moins bien connu que les autres et dont les résultats ont été bons en 2020, comme les années passées. Ça s'appelle H2O Multi Aggregate Fund. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ?
Oui, c'est un fonds qui, en fait, a deux moteurs. Un moteur qui est un moteur crédit, d'arbitrage de crédit, mais de crédit public, et un moteur global macro. Et en fait, la répartition de puissance est à peu près, on va dire 60-40. 40% sur le macro, 60% sur le crédit. Et sur le macro, c'est un moteur type Adagio, donc qui a fait à peu près zéro, alors que le moteur crédit, lui, a été très positif cette année, et notamment de manière artificielle grâce à la Banque centrale européenne. Donc c'est un produit qui est très bien positionné dans notre gamme, dans le sens où il est très diversifié, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs qui se sont intéressés à ce produit, qui fait une nouvelle fois une très bonne performance en 2020 et qui bénéficiera en 2021 et 2022 de cette expiration d'alpha, de performance qui viendra du global macro, même si sur le crédit, c'est vrai, aujourd'hui, les taux de crédit sont extrêmement bas. Alors là, juste, je vais vous demander d'expliquer un tout petit peu plus simplement qu'est-ce que c'est une expiration d'alpha. Alors, en fait, vous savez, le marché est fait de nature humaine. La nature humaine, elle respire. C'est-à-dire qu'elle va du bien au mal, elle va de l'euphorie à la tristesse. Et en fait, nous, notre objectif, c'est d'essayer donc de capter les moments où la performance est expirée, c'est-à-dire que les marchés se normalisent. Et lorsqu'on fait de l'arbitrage, ça crée énormément de performances que nous avons eues durant ces 7 dernières années. Et puis parfois, les marchés se stressent à l'intérieur, quelle que soit leur direction d'ailleurs. Ils peuvent se stresser à la hausse, comme ils peuvent se stresser à la baisse. Et là, évidemment, c'est ce qu'on appelle une inspiration. Nous avons vécu en 2020 une très forte inspiration de performance par le marché. Le marché a repris de la performance aux investisseurs, notamment aux investisseurs qui sont des arbitragistes, et il va expirer doucement pendant de longues années la performance qu'il a inspirée durant cette année 2020. Donc c'est pour cette raison que nous avons, quelle que soit une nouvelle fois la direction des marchés, nous avons devant nous de longues années où l'arbitrage va être très performant de notre point de vue, et donc nos produits vont faire le même type d'année qu'ils ont fait entre 2012 et 2019, mais aussi entre 2001 et 2008, et aussi comme entre 1994 et 2000. D'accord. De manière régulière, nos invités me disent après leur interview, c'est dommage que vous ne m'ayez pas posé telle ou telle question. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose ? Oui, la question, ce serait est-ce que vous avez toujours en confiance dans ce que vous faites, parce que c'est dans ce que vous faites, pardon. Et ça, c'est la clé du succès. Il faut garder confiance. Et donc, ma réponse serait qu'on n'a jamais été aussi confiant, on n'a jamais été aussi motivé pour de nouveau délivrer durant ces longues années d'excellentes performances à nos investisseurs. Très bien. Mille merci Bruno d'être venu, d'avoir partagé ce temps avec nous. On espère vous revoir bientôt. On espère aussi que les résultats seront au rendez-vous. Et on espère que la prochaine fois que vous viendrez, ça sera champagne, qu'on pourra fêter la sortie du confinement et des résultats stratosphériques. Voilà. À très bientôt et merci Bernard. Bonne soirée. Au revoir Bonne Bruno. Soirée. Au revoir. C'est maintenant au tour de Marc Toiti, qui nous a rejoint pour nous faire son panorama de l'économie mondiale. Bonsoir Marc. Bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant que vous commenciez, j'ai une question à vous poser, Marc. Comme vous l'avez entendu dans mon édito, je disais que je suis un homme en colère et que je trouvais inadmissible et scandaleuse cette prise de parole et cette quasi-décision de Bruno Le Maire sur Carrefour de bloquer comme ça aussi brutalement et aussi rapidement, même pas une OPA, mais un projet de rapprochement qui commençait à se dessiner. Vous en pensez quoi ? Oui, écoutez, moi je pense que malheureusement, on est dans un mouvement global où la France est en train de tomber. On le voit, je veux dire, encore aujourd'hui, on a entendu Sanofi et Pasteur qui abandonnent la recherche sur le vaccin contre la Covid-19. C'est triste. Je veux dire, idem au niveau des indicateurs avancés sur l'activité économique. Il n'y a rien qui se passe. Donc, les États-Unis sont en croissance forte, la France s'effondre de nouveau. On nous parle d'un troisième encore confinement. Alors, on nous dit, mais c'est pas grave, on va payer, la dette est là, le quoi qu'il en coûte, etc. Voilà. Moi, je pense que c'est très dangereux. On vit une période très dangereuse et je suis inquiet pour la stabilité sociétale, effectivement, de l'économie française. Et j'ai bien compris ce qui s'est passé chez Bruno Le Maire, que je connais un petit peu.
c'est que bon, il a eu trop de pression, on lui a dit, oh là, fais attention, là, c'est des étrangers, c'est dangereux, etc. Bon, je veux dire, si aujourd'hui une entreprise française veut acheter une entreprise étrangère, qu'on lui fait la même chose, c'est un petit peu embêtant, quoi. Donc, voilà, c'est encore une fois le règne de la démagogie, le règne des faux semblants. J'ai fait un édito là, dernièrement que j'ai caché cette crise que je ne saurais voir. Vous savez, c'est Tartuffe, en fait, hein, de Molière. C'est exactement ça. On ne veut pas regarder la réalité en face, donc on masque tout. Et puis, mais comme si vous avez lu le Tartuffe de Molière, justement, vous savez qu'à la fin, le Tartuffe est démasqué. Donc, ça ne pourra pas durer éternellement. Le problème, c'est que quand on va démasquer tout ça, ça peut faire mal d'un point de vue de la stabilité sociétale et économique de notre France. C'est vrai que c'est triste parce que moi, je trouve que la France, c'est un pays formidable. On a énormément d'aide, on a énormément de protection, etc. C'est un pays également où on a des très belles startups qui sont créées. Bon, il y en a qui, malheureusement, pour se développer, vont aux États-Unis. On a fait également beaucoup d'innovations dans les années 60-70. Depuis, on en fait un peu moins. On est moins un petit peu innovant. Donc voilà, on vit sur notre passé, si vous voulez. Donc, je me dis, c'est dommage parce que on a un pays exceptionnel. Moi, franchement, moi qui voyage beaucoup, je veux dire que la France est certainement un des plus beaux pays du monde, pas seulement pour ses paysages, mais également pour son modèle social. Sauf que là, on est en train complètement de tout gâcher parce que on n'a pas de culture économique, justement. On a une culture de lutte des classes. Donc tout vient effectivement de l'origine, c'est que en France, comme on n'a pas de culture économique, on le voit. Voilà, dès qu'on a peut-être ça peut être, comme vous l'avez bien dit, Bernard, peut-être ça peut être intéressant. Puis là, non, surtout pas. On ne veut pas en entendre parler, donc on ne va pas voir plus loin. C'est un petit peu dommage. Et puis bon, après, sans parler évidemment de ce qu'on appelle l'establishment, entre guillemets, quoi, la caste qui dirige la France, on ne sait pas trop d'où. Bon, je ne suis pas à la théorie du complot, mais voilà, ça c'est un petit peu dangereux aussi. C'est qu'encore une fois, il faut sortir de tout ça. Il faut de la transparence, il faut de la visibilité. Et là, c'est vrai qu'on en est loin, malheureusement. Alors, tout au début, vous disiez, on voit la croissance revenir aux États-Unis. Donc, bon, déjà, Trump est parti, Biden commence à faire. Donc, ma première question, c'est d'abord, qu'est-ce que cela vous inspire? Et après, on va revenir à votre croissance. Quelle est cette croissance? Comment vous pensez qu'elle va se développer? Et après, si croissance américaine il y a, elle va probablement automatiquement ruisseler sur le monde entier. Tu as fait 3 questions en une. Alors, c'est que Biden, il y a beaucoup de questions. Alors, bon, d'abord, on commence par Biden, si c'est votre première question, effectivement. Bon, c'est vrai qu'il y a un plan de relance qui est énorme, 9 000 milliards de dollars. Puis surtout, il y a une annonce d'augmentation des impôts. Donc ça, on le sait, les Américains, ils n'aiment pas du tout. Donc ça peut un petit peu freiner la reprise. Mais pour l'instant, on voit qu'au contraire, il y a une sorte d'enthousiasme, malgré tout ce qui s'est passé au mois de janvier. Les derniers indicateurs avancés ont montré justement aux États-Unis qu'on avait un redémarrage incroyable de la croissance. C'est les indicateurs des directeurs d'achat, vous savez, qu'on a tous les mois. C'est même plus fort qu'en Chine. Donc, c'est assez incroyable. Et donc, tout ça, parce que vous connaissez les Américains, ils ne sont pas habitués à avoir des aides. Donc, dès qu'ils ont des aides, ils consomment, ils investissent, ils vont en profiter, etc. Ce n'est pas comme ce qui se passe en France. Donc, c'est pourquoi on a cette dynamique américaine qui est là. Maintenant, il faut être prudent. Alors, il y a un petit mot de Biden qui m'a plu, entre guillemets. Il a dit, moi, je ne vais pas bloquer l'économie, je veux bloquer le virus. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire, parce qu'on s'inquiète, quand on voit ce qui se passe en France, là, on a complètement oublié l'économie. Vous savez, c'est le quoi qu'il en coûte. Alors, on s'en fiche complètement. On va fermer encore l'économie, on va confiner. Et puis, bon, il y a la BCE qui assure derrière, qui fait la planche à billets. Ça, je trouve que c'était une bonne entrée en matière de la part de Biden. Donc, bon, vous savez, c'est les guerriers qui font la paix, les pacifistes qui font la guerre. Donc, ça veut dire que Biden, à la base, il était plutôt, justement, on va augmenter les impôts, on va être, entre guillemets, très keynésien, mais pas dans le bon sens du terme. Peut-être que finalement, on aurait une croissance américaine qui va bien résister. Et alors, bien sûr, après, il y a le problème sanitaire. Ça, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a une dynamique de croissance qui est aux États-Unis. C'est très important parce que, comme on a une dette énorme, l'enjeu de la dette n'est pas tellement le niveau de la dette, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. S'endetter, ce n'est pas grave si ma dette génère de la croissance. Donc ça, si la croissance redémarre, et je pense que là, elle redémarre bien, on aura les chiffres, jeudi du 4e trimestre, vous verrez que ça sera plutôt bien. Et puis après, pour 2021, je pense que les Américains sont bien mieux partis que nous. Parce qu'en début d'année, vous vous souvenez, comme tout le monde, on anticipe un redémarrage de la croissance en 2021. Pour l'instant, vu ce qui se passe en France, en Europe, on rate le début du redémarrage, quoi. Donc là, on est quand même très, très mal. Et je suis inquiet parce que dans mes prévisions pour 2021, j'avais une croissance française de la zone euro autour des 4,5%. Là, déjà, comme on commence très, très bas, il y a un effet d'acquis négatif. Donc, ça va être très, très dur
d'avoir un redémarrage de la croissance pour 2021 chez nous, alors qu'aux États-Unis, ils l'ont. Après, il y aura certainement un effet d'entraînement. On verra bien. Mais néanmoins, ils ont également un dollar de combat, comme vous le savez. L'euro est fort, trop fort, encore une fois. Donc, ce qui peut freiner là aussi notre reprise. Donc, le match de la croissance, il est très simple pour 2021. Chine numéro 1, numéro 2, Inde, et puis numéro 3, États-Unis. Voilà, les 3 locomotives. Puis nous, évidemment, on sera loin derrière, malheureusement. D'accord. J'ai lu un article dans les Échos il y a quelques jours. Et il m'a fait penser à vous. Je vais vous lire quelques lignes. Le Conseil des gouverneurs compte en son sein plus de partisans d'une politique monétaire de soutien à l'économie, appelée les colombes, que de faucons, partisans de l'orthodoxie budgétaire. Un rapport de force qui devrait durer puisque les dernières nominations ont eu lieu en fin d'année dernière. Cela veut-il dire que les injections ne sont pas finies et que les hausses ou les bulles vont continuer? Donc là, vous parlez de la zone euro, en fait, c'est ça? C'est ça, de la BCE, ouais. Oui, de la BCE, ouais. Tout à fait. Ben, oui, si vous voulez, le problème est là, c'est que ça peut continuer effectivement longtemps. Tout le problème, c'est que plus ça dure longtemps, plus le réveil sera douloureux. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que le 21, enfin au mois de septembre 2021, on a les élections en Allemagne. Je ne pense pas qu'on va laisser continuer comme ça. Et c'est également le travail de la Banque centrale européenne d'assurer justement la stabilité financière. Donc là, elle prend des risques énormes. Je parlais cette semaine, j'ai eu une conférence la semaine dernière sur la bulle Internet, parce que vous savez, on vit un peu la même chose aujourd'hui. C'est que, alors nous, on y était, on l'a connu cette bulle Internet. Hein. C'est vrai que pendant à peu près 10-15 ans, le Nasdaq à l'époque avait augmenté de 1000%. Donc là, si on reprend le Nasdaq ces 15 dernières années, il a augmenté de 975%. Et sauf qu'après, évidemment, la bulle Internet, le Nasdaq a chuté il a perdu 80% de sa valeur. Donc, on a quasiment tout perdu ce qu'on avait fait précédemment. Donc là, ce qui va se produire, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu 2 éléments qui ont déclenché cette explosion de la bulle Internet à l'époque. Donc en 2000, avant même le 11 septembre 2001. Le premier, c'était Alan Greenspan, justement, président de la Réserve fédérale américaine, qui a fait son boulot. Alors, c'était quelqu'un d'exceptionnel. D'ailleurs, il est toujours vivant, bien sûr. Mais il avait dit à l'époque, les marchés sont dans une exubérance irrationnelle. Et à l'époque, ça avait jeté un froid sur les marchés. On se dit, là, on va trop loin. Aujourd'hui, les banquiers centraux ne font pas leur boulot. Ils veulent continuer cette bulle. Ils ne font pas leur boulot. Ça serait le travail des banquiers centraux de dire aujourd'hui, quand Tesla affiche un PER de 1600, il y a un problème. Quand le Bitcoin flambe et que personne ne contrôle, il y a un problème. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas flamber, ça ne veut pas dire que Tesla n'est pas une entreprise du futur, mais ça veut simplement dire on doit retrouver aujourd'hui le bon sens. On s'est trop éloigné de ce bon sens. Donc ça, c'est vrai qu'à l'époque, on avait des banquiers centraux qui étaient à la hauteur de la situation. Là, aux États-Unis, on sait très bien que le banquier central était sous l'ordre de Trump. On verra demain ce qui va se passer. Bon, j'aime beaucoup Mme Lagarde, mais là, évidemment, elle va obéir à ce qu'on va lui dire, ça c'est clair. Donc, vous voyez, la dépendance des banques centrales, elle est un peu battue en brèche. Ça, c'est le premier point. Puis, qu'est-ce qui s'est passé pour faire vraiment exploser la bulle Internet en 2000? Il y a eu la faillite de WorldCom, une entreprise justement de l'Internet qui, à l'époque, paraissait évidemment florissante. On dit c'est l'avenir. Elle avait des PE, alors on n'était pas à 1600, on avait des PER de 200 à l'époque. Bon, c'était également complètement fou. Et l'entreprise a fait faillite. Et là, on s'est dit, il faut arrêter les dégâts. Voilà. Donc, est-ce que ça va se passer cette année? On ne sait pas. Parce que justement, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus se faire mal. On ne veut plus affronter la réalité. C'est le Tartuffe. Cacher cette crise que je ne saurais voir. Oh, on ne veut pas voir. Non, on ne veut pas voir. Mais attendez, c'est pas sérieux tout ça. Vous voyez? Donc, voilà. Oui, ça peut continuer, franchement, très honnêtement, aujourd'hui. Mais ce n'est pas sérieux de la part de nos dirigeants. Et je pense que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les dirigeants monétaires, les dirigeants politiques de la plupart des pays de la planète ne sont pas à la hauteur de la situation. Voilà. Déjà, en temps normal, c'est compliqué, mais là, on a une grosse tempête. Évidemment, je crois que quelqu'un disait gérer une tempête sur un pédalo, c'est compliqué. Voilà. Donc, on est un petit peu là-dedans. Donc, voilà, c'est dommage, mais voilà, je ne vais pas me battre, parce que des fois, je me dis, mais de toute façon, le marché a toujours raison. Je ne vais pas me battre contre le marché, évidemment que le marché a toujours raison. Mais c'est vrai que je trouve presque ça indécent, si vous voulez. Il y a un problème de décence. On est aujourd'hui, évidemment, une récession historique, du chômage, des faillites, etc. Et puis qu'on continue comme ça sur les marchés sans regarder la réalité économique. En tant qu'économiste, ça me gêne. Voilà. Mais après, ceux qui gagnent en attendant, tant mieux pour eux. Mais
c'est gênant, c'est indécent vis-à-vis de la réalité économique. D'accord. Et justement, je vais rebondir là-dessus. Donc, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur ce Tartuffe qui disait cacher cette crise que je ne saurais voir, cacher cette pandémie que je ne saurais voir, cacher cette pauvreté que je ne saurais voir. Enfin, on peut le décliner à mille choses. L'Espagne n'a pas reconfiné, alors qu'au vu de ces chiffres, elle aurait dû le faire et qu'au printemps dernier, elle avait mis en place le confinement le plus dur en disant, enfin, elle avait mis le confinement le plus dur et elle a dit et expliqué que pour le non-reconfinement, elle n'a plus les moyens de le faire. Tout simplement, ils ont dit, nous n'avons plus les moyens de le faire. Quelques semaines avant, Bolsonaro au Brésil, même s'il est un peu critiquable, avait dit aussi la même chose. Je n'ai plus les moyens de baisser les impôts, je n'ai plus les moyens d'aider. En Italie, on a vu une espèce de mini-révolution où les bars et les restaurants ont ouvert envers et contre tout. En Israël, quand la police cherche à intervenir, ils se font maintenant attaquer par la population qui ne supporte plus qu'on leur interdise de se rencontrer, de se réunir et d'avoir leur vie sociale. On entend en France que même s'il y a un confinement, il ne serait pas aussi dur parce que les politiques ont peur qu'il ne soit pas accepté. Bien entendu, aux États-Unis, on n'a pas de confinement. Hein. On a dans chaque État des petites choses, des petits trucs. Bon, et d'ailleurs, c'est assez drôle. Hein. La première action que vient de prendre Joe Biden, c'est de rendre obligatoire le masque, hein, ce qui veut dire que le masque n'était pas obligatoire auparavant. Et ils ne le rendent pas obligatoire partout et pour tout le monde, ils le rendent obligatoire dans l'espace public et dans les administrations et dans les choses comme ça. Hein. Donc, on en est bien loin. Alors, deux questions. D'abord, comme souvent, vous parlez d'un plan sociétal. Qu'est-ce que ça vous inspire sur le plan sociétal? Et ensuite, revenons à votre savoir. Sur un plan économique, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que d'un côté, on va avoir probablement de la croissance, parce que si on ne ferme pas les restaurants, ça va automatiquement faire du business, faire des affaires. Et de l'autre côté, on va aussi avoir des décès, parce que le virus, il va pas s'arrêter là. Donc, sociétal et économique. Bien sûr, d'un point plus sociétal, je pense que c'est un concept très important qu'on appelle tout simplement la liberté. Voilà, c'est-à-dire la liberté et la responsabilité. C'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est, notamment en France, complètement infantilisé. C'est ça le drame. Encore une fois, on ne veut pas dire la réalité. Et moi, je trouve que ce qu'a fait le gouvernement espagnol, c'est d'une honnêteté incroyable. C'est franchement, parce qu'il aurait pu franchement faire comme nous en France, en disant, on s'en fiche, c'est la BCE qui finance, il y a la planche à billets, les taux d'intérêt sont quasiment à zéro, on continue. Eh ben non. Moi, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que, parce que justement, ils pensent plus loin que le bout de leur nez. Ils regardent sur quelques années, voire quelques décennies, ils pensent aux générations à venir qui vont devoir gérer cette dette. Voyez. Et il faut savoir que les chiffres du 3e trimestre de la dette publique dans la zone euro sont sortis la semaine dernière. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que la France est dans le top 5. Nous sommes 5e du pourcentage d'aide publique par rapport au PIB le plus élevé de la zone euro. Il y a numéro 1, la Grèce, avec 200%. On en est encore loin. Bon, je ne vais pas vous donner tout le détail. Après, évidemment, on a l'Italie, on a nos amis de Chypre, on a également le Portugal, et effectivement, oui, c'est ça, et on a la France, devant l'Espagne, devant la Belgique. Vous voyez, c'est même pour nos amis belges, parce que la Belgique était tout le temps devant la France en termes d'aide publique par rapport au PIB. Là, ça, ils sont derrière nous. Nous avons donc, ça c'est que le 3e trimestre, on n'a pas encore le 4e trimestre, on est à 116% d'aide publique par rapport au PIB, alors que si je prends les chiffres allemands, ils sont à même pas 70%. C'est pas incroyable, 65%. Vous voyez, on a deux grandes économies, la même crise pour tout le monde. Eh bien, vous avez des gens qui sont responsables et puis des gens qui ne sont pas responsables et qui ont cette fuite en avant. C'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est qu'aujourd'hui, nos dirigeants, malheureusement, je le répète, je suis désolé de le dire, hein, ne voient pas assez loin. Ils réagissent sur l'instant. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, bien entendu, ensuite, quand on regarde le nombre de décès par million d'habitants, eh ben, malheureusement, la France, elle est aussi dans le haut du classement par rapport à l'Allemagne, notamment, qui est dans le bas du classement. Donc voilà. Après, évidemment, la vie n'a pas de valeur, donc c'est ce qui est le plus important, la vie. On ne va pas sacrifier la vie, ça c'est indispensable, bien entendu, mais il faut penser global, parce que tout l'enjeu aujourd'hui est là. C'est que si demain j'ai des faillites, j'ai des suicides, j'ai etc., j'ai des drames humains,
on devra effectivement gérer tout ça. Donc, l'enjeu, il est à la fois sociétal et vous l'avez dit, Bernard, il est également économique. Parce qu'après, le problème, c'est quoi? C'est qu'une fois que, je l'espère très vite, cette pandémie va disparaître, ou du moins se calmer, eh bien là, on va retrouver le juste prix de toutes les choses, et notamment des taux d'intérêt. Avec une dette publique qui va bientôt être à 125% du PIB en France, eh bien, je peux vous dire que les taux d'intérêt, même si la BCE aide, eh bien, ils vont un petit peu augmenter. Et là, donc, au moment où on aurait dû redémarrer en 2021, si les taux d'intérêt augmentent, bam, on va repartir à la baisse et nous aurons malheureusement l'une des reprises les plus faibles d'Europe, voire du monde. C'est ça qu'on veut. Vous voyez, donc, tout ça parce qu'on ne sait pas anticiper. On n'a pas de vision du monde. On ne réagit qu'à l'instant. Et vous l'avez dit, ce qui est inquiétant, c'est les réactions des populations. Parce que là aussi, il y a quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, la liberté, c'est aussi sacré, quelque chose de sacré. Donc, on a une dérive un petit peu dictatoriale qui fait aujourd'hui un petit peu peur. Donc, c'est quoi le monde de demain? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Donc, c'est la question qu'on doit se poser. Donc, j'espère qu'en France, on va raisonner, qu'on ne fera pas un 3e confinement, mais on n'en est pas sûr, malheureusement. Donc, c'est là le grand danger. Mais à la rigueur, je vais vous dire, vous voyez comme en Nouvelle-Zélande, ils ont confiné, ils n'ont rien, pas bougé, etc. Bon, ils ont eu quasiment 0 mort. Ça a marché. Mais quand je regarde le nombre de morts par million d'habitants, entre la France et les États-Unis, par exemple, ou la Suède, où il y a peu de confinement, on est quasiment au même niveau. Donc, c'est-à-dire tout ça pour ça. Et c'est ça qui me gêne. C'est que si à la rigueur, on avait effectivement un résultat sanitaire exceptionnel, ce n'est pas le cas, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en plus, maintenant, on voit au niveau des vaccins, on est très, très loin d'être à la page. Donc voilà, on n'a ni le beurre ni l'argent du beurre, et en plus, il faut payer. Vous voyez, c'est ça qui me gêne un petit peu d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique. Très bien. Et le reste du monde, nos amis chinois Alors, bon, on va voir là aussi, parce qu'on dit qu'il y a une nouvelle pandémie qui arrive, on n'en sait rien en fait finalement. Nos amis chinois, ils résistent bien. Les derniers chiffres montrent que, vous voyez, au mois de décembre, ils ont encore fait un excédent commercial record. 78 milliards de dollars d'excédent commercial. Nos amis chinois, incroyable. Et où vont-ils s'arrêter? C'est-à-dire qu'ils continuent effectivement de profiter de cette crise. C'est incroyable. Donc, il faut espérer que là aussi, on va avoir peut-être demain ce qu'on appelle une organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui fera un peu plus attention. On va imposer un petit peu à la Chine des règles sanitaires, des règles démocratiques. Pour l'instant, on n'en est pas du tout. L'Inde également résiste plutôt bien. Voilà. Et puis bon, l'économie américaine, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc pour l'instant, je maintiens ma prévision de croissance mondiale cette année entre 4,5 et 5%. Donc on a un rebond technique. Ça dépend bien sûr des confinements et du sanitaire, mais j'ai bien peur que malheureusement, la zone euro, l'Europe, la France, on sera un petit peu les lanternes rouges de cette reprise mondiale. Donc, c'est ça qui est douloureux parce qu'on a eu une des récessions les plus fortes du monde, on a une des reprises les plus faibles. Donc, bon, encore une fois, on n'a vraiment rien gagné. C'est ça qui est dangereux. Et encore une fois, d'un point de vue sociétal, parce que c'est ça le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, je le vois un petit peu sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, des gens qui réagissent en disant « Ah oui, mais les marchés montent, voilà. » Donc, c'est dangereux tout ça, c'est très dangereux. Il faut calmer le jeu, surtout en France, on n'a pas de culture économique pour comprendre justement ce qui est en train de se passer. Donc voilà, il faut vraiment espérer qu'on sortira assez rapidement, qu'on évitera le confinement et qu'on retrouvera une reprise forte. Et malheureusement, le boulet de la dette, le boulet des dépenses publiques, on va devoir le traîner pendant encore pas mal d'années. Très bien. Écoutez, il est temps pour nous de nous quitter, de vous dire à dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours. Bonne continuation. De nouvelles données, j'espère. Espérons qu'on aura des bonnes nouvelles, parce que là, des bonnes nouvelles. On verra un petit peu à quelle sauce on était mangé sur un confinement, couvre-feu ou je ne sais quoi. En tout cas, prenez soin de vous. Bonsoir Marc, vous aussi. Et merci. À très vite. Au revoir. À très vite. Au revoir. Au revoir. C'est maintenant au tour de Julien Milinkiewicz de Willings de nous parler du régime d'impatriation en France dans sa série sur les impatriations. Bonsoir Julien. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Très bien, vous? Alors, à Luxembourg ici. On a un petit problème de son. Je pense que vous avez dû laisser un appareil ouvert ou quelque chose comme ça. Non? Mon téléphone en mode avion, mais non, il n'y a pas de souci. Ah ben voilà.
Voilà, Voilà. ben voilà, le téléphone est passé en mode avion et tout est bien. C'est donc Maël qui va vous faire interagir sur ce sujet et on va voir si comment notre beau pays accueille les impatriés. Maël et Julien, c'est à vous. Merci Bernard. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'impatriation en France. C'est vrai que je partage totalement ce que disait Marc précédemment. La France, c'est quand même un beau pays. Et je dois dire que l'ensemble des clients que j'ai aidés jusqu'à présent et jusqu'à ces dernières années, c'était plutôt dans le sens d'une préparation à un départ de la France. Et ça me fait assez plaisir aujourd'hui de traiter justement le sujet inverse, c'est le retour en France avec l'impatriation. Donc, on assiste à un retour quand même massif de Français en France ces dernières années. Alors, pour diverses raisons, hein, ça concerne généralement les personnes qui arrivent au bout de la période incitative fiscalement. Donc, aussi bien justement, pour faire un écho avec nos présentations, les Anglais, par exemple, avec le régime non-dom, des Portugais, des Français au Portugal qui arrivent en fin de régime et qui reviennent, des Israéliens qui arrivent en fin de régime et qui reviennent, des forfaitaires en Suisse qui trouvent que ça leur revient trop cher et qui décident de revenir s'installer en France. Donc, c'est vrai que c'est un phénomène relativement nouveau, mais qui doit également beaucoup aux changements fiscaux français, donc à cette fameuse flat tax, et ainsi qu'à la disparition de l'ISF. Donc, on en parlait encore récemment avec Julien. La France, ce n'est pas le pays qui a les taxes les plus élevées, mais c'est l'ensemble de ces taxes et leur grande diversité qui peut être jugée confiscatoire. Alors, en effet, hein, on doit dire, comme le disait Marc, on est peut-être les champions de la dette, mais on est aussi les champions pour en inventer de nouvelles de taxes. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la France. Et donc, Julien, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les conditions pour bénéficier justement des avantages de ce fameux régime d'impatriation? Ouais, comme vous l'avez dit, Maël, bonsoir. On parle souvent des Français qui partent, mais on parle assez peu des Français qui reviennent. Bon, on dirait l'expatriation et les régimes fiscaux incitatifs sont le thème de la chronique, mais à tout seigneur, tout honneur, on voulait commencer l'année en parlant du régime de l'impatriation en France, donc des Français ou des étrangers qui viennent s'installer en France pour y travailler ou y résider, et qui ont droit à un certain nombre d'avantages fiscaux. Les conditions, elles sont très simples. Il faut avoir été fiscalement domicilié hors de France pendant 5 ans et rentrer en France ou arriver en France en étant recruté par une entreprise établie en France en tant que salarié ou même en tant que dirigeant. Donc, j'ai travaillé plus de 5 ans à l'étranger. Je suis recruté par une entreprise établie en France. Je m'installe en France, j'aurai droit à ce régime dit de l'impatriation. Je suis dirigeant ou pas, je réside hors de France. Je suis appelé par une entreprise établie en France pour être mandataire social, gérant d'une SARL établie en France, président d'un conseil d'administration ou directeur général. J'aurai droit également à ce régime de l'impatriation. Ce régime de l'impatriation, il n'est pas nouveau, hein. Il date quand même de 2003. Et c'est vrai qu'on remarque qu'il est quand même assez peu connu. Alors justement, je vais vous interrompre. J'ai juste une petite question. Et quel est le cas d'un dirigeant qui aurait été dirigeant d'une société en France et aussi détaché dans un autre pays et qui reviendrait? Tout dépend. Si on est dans le cadre d'une mobilité intragroupe, la mobilité intragroupe peut également faire jouer au régime de l'impatriation. Donc, si c'est ça votre interrogation, vous êtes dirigeant d'une filiale d'un groupe français à l'étranger, vous travaillez plus de 5 ans à l'étranger, vous revenez dans le cadre de cette mobilité intragroupe, quand bien même vous n'avez pas un nouveau contrat de travail, vous avez été détaché, vous revenez, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier aussi de ce régime des impatriés. D'accord. Alors justement, on a vu les conditions, et à quoi cela donne-t-il droit, justement? Au niveau de la rémunération, c'est tout ce qui concerne l'exonération, ce qu'on appelle les suppléments liés à une installation en France. Donc, je rentre en France en tant que salarié, en tant que dirigeant. Si je suis payé davantage via une prime d'impatriation, cette prime d'impatriation sera exonérée. Ou par défaut, si je n'ai pas de prime d'impatriation, je rentre en France toujours en tant que salarié ou en tant que mandataire social, j'aurai droit à une exonération de 30% sur ma rémunération nette globale. Donc, au lieu de déclarer mes 100, sur une base 100, ma rémunération nette annuelle, je déclarerai à l'impôt sur le revenu une base 70, 30% d'exonération, ce qui, in fine, baissera mon impôt sur le revenu.
Et cet avantage au titre de l'impôt sur le revenu, il est valable jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant la prise de fonction. Là aussi, ça s'est assoupli depuis 2016, plus précisément depuis juillet 2016. Auparavant, le régime de l'impatriation avec cette exonération sur la rémunération était valable simplement 5 ans. Elle a été modifiée en juillet 2016, mais ce n'est pas un hasard. Ça a été quelques jours après le vote du Brexit et l'acte de la volonté de l'Union européenne, du UK de sortir de l'Union européenne, le but étant avoué de favoriser et d'attirer les financiers de la City à Londres. Alors nous, aujourd'hui, vous savez que notre émission, c'est Parlons patrimoine. Et donc, en ce qui concerne le patrimoine, qu'en est-il des avantages, justement, concernant ce fameux patrimoine? Oui, parce que le régime de l'impatriation en France, il se fait sur le premier axe, l'exonération de 30% sur l'impôt, en tout cas sur la rémunération nette que je vais devoir à payer. Mais quand je rentre en France et que je bénéficie de ce régime de l'impatriation, j'ai droit à d'autres avantages au niveau du patrimoine, en ce qui concerne par exemple les revenus de capitaux mobiliers. Les dividendes, les intérêts, les plus-values d'actions, j'aurai droit à une exonération de 50%, sous condition que le paiement soit assuré par une personne hors de France. Donc, je suis titulaire d'un portefeuille de titres étrangers qui est déposé à l'étranger. Je rentre en France, je bénéficie du régime de l'impatriation puisque je valide les différentes conditions. C'est très simple, 5 ans hors de France, et je suis salarié ou mandataire. Mais les dividendes que je vais percevoir vont profiter d'une exonération à hauteur de 50% parce qu'ils vont être payés hors de France. Pareil sur un contrat d'assurance vie. Je rentre en France, je suis titulaire d'un contrat, je suis souscripteur d'un contrat d'assurance vie conclu auprès d'une compagnie française, je fais un rachat, je suis imposé à 100% sur les produits. Je rentre en France, je fais un rachat sur un contrat d'assurance vie qui a été conclu avant mon retour en France à l'étranger, au Luxembourg par exemple, j'ai droit à un abattement de 50%. Là, c'est le deuxième axe au niveau du patrimoine, l'exonération de 50% sur tout ce qui est les revenus patrimoniaux, les revenus passifs qui sont générés hors de France lorsque je rentre. Et puis, c'est également l'exonération au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2018, l'ISF a été remplacé par l'IFI, une assiette plus réduite. L'ISF concernait tout le patrimoine, l'IFI, c'est exclusivement sur l'immobilier. Et bien, lorsque je profite de ce régime de l'impatriation et lorsque je rentre en France, pour une durée de 5 ans, ce n'est pas 8 ans comme au titre de l'impôt sur le revenu, mais pour une durée de 5 ans, j'ai droit à une exonération au titre de l'IFI de l'ensemble des biens immobiliers qui sont situés à l'étranger. Je suis financier, je suis trader à Londres, j'ai mon appartement à Chelsea, je rentre en France, si je bénéficie et si je peux bénéficier du régime de l'impatriation, durant 5 ans, mon appartement, mon loft à Chelsea, il sera complètement exonéré au titre de l'assiette de l'IFI. Ça n'empêche pas que je vais continuer à payer l'IFI sur mon autre patrimoine immobilier qui est situé en France, mon chalet dans les Alpes ou ma résidence sur la Côte d'Azur. Par contre, mes biens situés à l'étranger, eux, continueront à être exonérés. Donc le régime de l'impatriation, il se fait vraiment sur 3 axes. Un axe au niveau de l'impôt sur le revenu, un axe au niveau de l'exonération à hauteur de 50% des revenus patrimoniaux, sous condition que le paiement se fasse depuis l'étranger. Ça concerne entre autres les contrats d'assurance vie conclus auprès d'un assureur étranger. Et puis également un avantage au titre de l'IFI, durant, certes, 5 ans à peine, entre guillemets, tous mes biens immobiliers qui sont situés en France, hors de France, pardon, ils seront exonérés au titre de l'IFI si je bénéficie du régime de l'impatriation. Et puis... Pardon, je me souviens, je crois que c'est jusqu'en 2011, il y avait un vrai avantage à conclure des contrats d'assurance vie auprès d'assureurs étrangers et de s'impatrier. Il y avait un vrai avantage successoral. Ça, c'est un avantage, par exemple, qui a disparu. Donc là, on voit bien qu'on se concentre sur des avantages sur les revenus, mais les avantages successoraux, c'est vrai qu'ils ont un peu été amoindris. Oui, puis depuis 2018, au-delà du régime de l'impatriation, puisque comme je vous le disais, le régime de l'impatriation, il existe quand même depuis 2003. Puis 2018, on a essayé, autant que faire se peut, de rendre la France attractive au niveau fiscal. J'en ai parlé, c'est l'IFI versus ISF. Alors, ça n'a pas totalement supprimé l'impôt sur le patrimoine, mais on a quand même réduit l'assiette en se portant exclusivement sur l'immobilier. C'est la flat tax de 30% sur les plus-values, sur les dividendes,
30%, ça nous met au régime de la moyenne européenne, hein, c'est 30% en Belgique, leur fameux précompte mobilier, c'est 28% au Portugal. Il y a aussi un abattement, on en parle peu, de 500 000 euros pour les dirigeants qui partent à la retraite. Un dirigeant d'entreprise qui cède son entreprise au moment de son départ à la retraite, il a droit à d'un abattement forfaitaire de 500 000 euros. Et cet abattement, il concerne la majorité, en tout cas ce qui permet d'exonérer la majorité des cessions d'entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'avantages pour rendre la France et pour tenter de rendre la France particulièrement attractive et pour attirer une clientèle, des investisseurs ou des dirigeants d'entreprise qui vont venir consommer, qui vont venir s'installer, qui vont venir consommer, qui vont venir s'installer en France. Après, vous l'avez dit Maël, le barème, c'est les droits de succession. C'est clair qu'on est toujours sur un barème des droits de succession qui est parmi les plus élevés du monde. Hein. 45% en ligne directe entre parents et enfants, on y monte très rapidement. Hein. Quand on compare au sein de l'Union européenne, vous avez des pays qui sont, eux, complètement exonérés. Hein. C'est le Portugal, c'est le Luxembourg, entre autres. Et puis, c'est surtout quand même, quoi qu'on en dise, une certaine instabilité fiscale. Donc, il y a des bonnes idées dans la boîte à outils fiscale française aujourd'hui. Il y a des beaux outils. Le régime de l'impatriation en fait partie. Mais c'est vrai qu'on a une certaine tendance à l'instabilité fiscale. Et on sait bien qu'au gré des différentes mandatures, parfois, hein, le meilleur exemple, c'est quand même l'exemple de l'ISF et de l'IFI. Depuis 15 ou 20 ans, combien de fois l'IFI a été, en tout cas l'ISF, a été supprimé, remanié et puis transformé. Et puis, dans les derniers mois, on remettait de nouveau sur le tapis le rétablissement de l'ISF afin de collecter de l'impôt. Donc, je pense que la boîte à outils fiscale, elle est là, mais c'est en tout cas cette instabilité fiscale qui peut particulièrement nous desservir, oui, aux yeux des investisseurs étrangers. Alors, c'est vrai qu'on arrive au bout, donc je vais vous demander peut-être, Julien, le mot de la fin. On vient de parler de notre beau pays, la France. Je vous laisse. Voilà, c'est vrai qu'on parle, on l'a dit, on parle souvent, on parle peu des Français toujours des Français qui partent, mais il y a quand même, on le voit bien dans nos métiers, des Français qui rentrent. Et puis je pense qu'en message d'espoir sur 2021, la France, c'est quand même un très beau pays. Un proverbe portugais dit que la France, c'est le centre du monde. Alors, je n'aurais peut-être pas cette vision napoléonienne ou cette outrecuidance, mais en tout cas, soyons certains, et Marc-Touati en a parlé, d'un certain nombre d'atouts, et entre autres, d'un certain nombre d'atouts fiscaux pour notre clientèle. J'ai juste encore une petite question, et je vous interromps, Maël. Ce régime d'impatriation, il est donc vraiment réservé aux salariés qui sont appelés par des sociétés françaises pour venir travailler en France et aux dirigeants. Un retraité d'un pays tiers qui viendrait s'installer en France et qui toucherait une retraite de l'étranger et qui toucherait des revenus de capitaux ou des revenus obligataires de l'étranger ne bénéficierait de rien. Bonne remarque, Bernard, parce que le régime a été assoupli et on n'a pas eu l'occasion d'en parler avec Maël. Si vous êtes retraité et que vous rentrez en France et que vous avez habité à l'étranger pendant 5 ans, vous ne pourrez pas bénéficier de l'exonération sur votre impôt sur le revenu. Là, comme vous l'avez dit justement, il faut être salarié ou mandataire social. Par contre, vous pourrez profiter de l'exonération de cet abattement supplémentaire de 50% sur les revenus passifs, les dividendes, les rachats de contrats d'assurance vie, et vous pourrez également bénéficier de l'exonération du patrimoine immobilier situé hors de France. Donc vraiment, il y a 2 axes. L'axe pour les dirigeants, pour les salariés, c'est le plus large possible. C'est l'impôt sur le revenu, c'est les revenus passifs et c'est l'exonération au titre de l'IFI sur les biens situés à l'étranger. Les retraités, eux, ne peuvent profiter que de 2 des 3 flèches, à savoir l'exonération des revenus passifs et l'exonération au titre de l'IFI. Ça s'est assoupli dans ces dernières semaines, justement pour tenter encore de renforcer cette attractivité de notre beau pays. Alors, une dernière question, et une question assez pragmatique. Je suis français, je suis retraité français, j'ai passé 10 ans ailleurs, dans un pays, je pense que ça n'a pas trop d'importance. Je reviens en France, et donc j'ai mon impôt sur la retraite, je le paye tout à fait normalement. J'ai un peu d'immobilier à Paris, je paye tout à fait normalement. J'ai un peu d'immobilier hors de France. Là-dessus, j'ai droit à une réduction sur mes revenus fonciers non français. Et ensuite, j'ai un contrat d'assurance vie en France, comme tout bon français, et j'ai aussi un contrat d'assurance vie à Luxembourg. Quand je vais faire un rachat sur mon contrat d'assurance vie français, je n'ai pas de réduction. Et quand je vais faire un rachat sur mon contrat d'assurance vie luxembourgeois, j'ai une réduction.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous rentrez, C'est un scandale. vous avez 2 contrats d'assurance vie. Vous avez un contrat d'assurance vie que vous avez ouvert auprès de votre compagnie française avant de partir ou lorsque vous étiez expatrié. Vous faites un rachat, vous allez payer, en tout cas sur les produits, une assiette de 100%. Alors que si vous avez été bien conseillé avant votre départ, vous avez souscrit, en tout cas avant votre retour en France, vous avez souscrit un contrat auprès d'une compagnie étrangère, une compagnie luxembourgeoise comme vous l'avez noté. Si vous faites un rachat, vous aurez droit à un abattement supplémentaire de 50% sur les produits. L'objectif étant de rapatrier les fonds en France. Et donc, l'assurance vie française, c'est en France, donc vous n'avez pas d'avantage. L'assurance vie luxembourgeoise, vous avez un avantage parce que l'intérêt pour la France, c'est que les fonds reviennent sur le sol. Très bien. C'est maintenant l'heure de passer à Meir Benamram. Bonsoir Meir. Bonsoir Bernard. Comment allez-vous? Très bien. Ok, c'est une bonne nouvelle. On est ravis de vous avoir. C'est la première fois qu'on vous a avec nous. Et je vais me permettre de vous présenter en quelques mots avant de commencer à vous interviewer. Vous êtes diplômé de la Sorbonne en finance de marché. Vous avez longtemps travaillé dans le segment des small et mid cap et de l'analyse pour récemment rejoindre la société Sunny AM et prendre en main la responsabilité de la gestion action et tout particulièrement la gestion du fonds action Sunny Manager et surtout, ou en plus, lancer un nouveau fonds, Sunny Recovery. Commençons, si vous le voulez bien, par parler de votre style gestion. Vous m'avez dit que vous avez une approche private equity. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste-t-il? En fait, c'est une approche plutôt industrielle, mais dans le private equity, on a cette même approche. L'idée, c'est d'essayer de déterminer où est la valeur dans une entreprise. Et ça, c'est en soi fondamental. Je vais donner un exemple, par exemple, Suez, végété autour des 12 euros, et quand Veolia a décidé de s'y intéresser, ils ont fait un premier prix, ils ont fait une première proposition de rachat à 16 euros, puis à 18 euros. Donc, en fait, Veolia a identifié où était la valeur chez Suez. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans notre approche, avec à la fois une analyse fondamentale poussée. Donc, on va analyser les bilans des entreprises. On va évidemment auditer la qualité des managements. On va essayer de déterminer la pertinence de la stratégie et aussi de positionnement concurrentiel. Mais ce qui est extrêmement important chez nous, quand on fait cette analyse-là, que beaucoup de fonds réalisent aussi, c'est d'essayer d'identifier à chaque fois où est la valeur pour essayer de comprendre ce que pourrait payer un industriel qui pourrait s'intéresser 2 mois à acquérir cette boîte-là. Très bien. Et vos 2 fonds sont européens. Sunny Manager est concentré sur les petites et moyennes valeurs. Qu'en est-il de Sunny Recovery? Alors, Sunny Recovery, il s'intéresse à des sociétés en retournement, en fait. Donc, en général, c'est des titres qui sont souvent décotés ou oubliés et qui ont connu des difficultés opérationnelles, notamment éventuellement un management défectueux. Alors ça, on a connu ça récemment, notamment sur Unibail, parce que ça a été assez médiatisé avec une erreur a priori sur le rachat de Westin et aussi une pratique de communication, notamment sur l'augmentation de capital. Et ça a engendré, comme vous l'avez vu, en fait, une forte dépréciation du cours de bourse. Donc, c'est soit des difficultés liées au management, soit éventuellement des endettements élevés, mais c'est aussi lié à des dégradations conjoncturelles. Un exemple tout simple, quand les matières premières baissent, en général, les valeurs énergétiques, pétrolières ou les minières sont affectées. Et à l'inverse, les sociétés de transformation, les équipementiers et autres, profitent de cette baisse des matières premières-là. Donc souvent, il y a soit des opportunités qui sont liées à des déficiences de management ou des endettements élevés, ou soit liées à des rotations sectorielles, c'est-à-dire à la macroéconomie, qui font qu'il y a des intérêts sur ces sociétés-là, et c'est à ce moment-là que nous, on s'y intéresse. Alors, comment est-ce qu'on détecte vraiment un intérêt? Parce que, bon, reprenons votre exemple d'Unibail. D'abord, Unibail, la valeur, elle commence à baisser très fortement du fait de la pandémie. C'est-à-dire que l'histoire américaine, elle commençait à être avalée. OK, la valeur baissait un peu, 150, 140, 135, mais on voyait que les choses se stabilisaient. La pandémie arrive, donc là, les centres commerciaux ferment, donc le marché a peur pour les recettes, et la valeur baisse. Derrière, une augmentation de capital mal expliquée, mal comprise, OK, donc la valeur rebaisse encore. Ensuite, une fronde menée par le très médiatique Niel et l'ancien PDG. Et là,
on voit que la valeur remonte très fortement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais elle a dû remonter de 30 à 60 ou de 30 à 65 très, très vite. C'est ça la recovery? C'est juste ça? Pas du tout. Pas du tout. En fait, je cite l'exemple d'Unibail où je dis, alors vous précisez qu'Unibail, la baisse du cours d'Unibail, elle est liée au Covid. Bah, forcément, le Covid est un catalyseur, c'est certain, et c'est quelque chose de quasiment catastrophique pour les centres commerciaux, on comprend bien. Mais ce que je dis, c'est que Unibail a baissé plus que Klépierre ou que d'autres foncières de centres commerciaux parce qu'en fait, ils ont racheté à un moment donné un gros groupe qui s'appelle Westin, notamment basé aux États-Unis, à un prix élevé et qui ne correspondait pas à la stratégie du groupe. Et ensuite, la société a mal communiqué sur des sujets de dette et ça a aggravé, on va dire, la détérioration du cours de bourse. Donc, moi, à mon sens, je cite un exemple en disant des déficiences managériales qui engendrent un désintérêt sur ces sociétés-là. Mais pour moi, Unibail n'est pas une histoire de recovery. Parce que quand on investit dans une recovery, on investit sur une amélioration des fondamentaux. Là, en l'occurrence, chez Unibail, on n'a aucun indicateur d'amélioration des fondamentaux. Au contraire, on est encore sur une dégradation des fondamentaux parce qu'ils sont obligés de fermer leurs centres commerciaux, donc moins de fréquentation, et on a probablement une dépréciation de la valeur d'actifs à venir dans les années à venir. Donc, nous, c'est quoi quand on fait de la recovery? C'est quoi quand on fait du retournement? C'est quand on identifie un facteur, un indicateur qui laisse à penser que la société a fait un travail spécifique qui va permettre de manière mécanique une amélioration des résultats. On va citer un exemple. Une boîte que beaucoup de gens connaissent, Showroom Privé. Alors, vous connaissez Vente Privée, d'autres vont connaître Showroom Privé. Showroom Privé a souffert de difficultés, on va dire, intrinsèques en 2018 et par le passé. Et ils ont opéré une restructuration lourde en 2019. Et quand en général, on opère une restructuration lourde, on va se focaliser sur nos points forts. Donc, on va se concentrer sur nos points forts et on va essayer de ressortir nos points faibles. Donc, ils ont fait tout un travail spécifique de restructuration du bilan, malheureusement un peu de licenciement, mais surtout, ils sont focalisés sur l'amélioration organique des marges. Et on se rend compte en 2020, indépendamment d'éléments plutôt favorables macroéconomiques, à savoir le Covid qui est un catalyste pour la vente en ligne, mais indépendamment de ça, on a compris que ce travail allait engendrer une amélioration linéaire des résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Showroom a upgradé à 2 reprises ses résultats durant l'année 2020 du fait de ce travail de restructuration qui a été mis en place par le passé. Donc nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est identifier un sujet, c'est-à-dire une détérioration qui engendre un déclic et donc un travail spécifique de la part du management en place ou d'un nouveau management qui fait que les résultats sont censés s'améliorer de manière mécanique. Et si en plus, on a une thématique externe, notamment le Covid, qui va profiter à des valeurs liées au digital, c'est le cas de Showroom, et ben ça va permettre d'accélérer ce phénomène de restructuration. Et en général, la bourse aime bien aussi investir sur les thématiques qui marchent bien. Donc, quand d'un côté, vous avez à la fois la restructuration bilancielle accompagnée d'une dynamique de marché, et ben ça engendre des hausses assez spectaculaires, puisque Showroom, en fait, sur 2020, a quasiment a été multiplié plus de 3 fois par rapport à ses bas constatés. D'accord. Alors, je vais revenir sur Unibail pour toujours continuer dans cette histoire. Ça veut dire que pour que ça devienne une recovery, il faudrait que maintenant, donc vous avez parlé qu'un point, c'était le management, donc le management a changé. Donc, il faudrait que maintenant, le management montre qu'il est à la hauteur de la tâche qu'il attend, qui, par exemple, trouve une solution pour Westin, que ce soit de s'en séparer, de vendre, de le réaffecter, de le restructurer et de faire les choses comme ça, et qu'ensuite, le Covid nous fiche la paix et que les centres commerciaux puissent reprendre leur dynamique. Et là, on aurait quelque chose qui pourrait ressembler à ce que vous appelez la recovery? Potentiellement, on va dire, on a déjà un indicateur qui est pas mal, c'est qu'effectivement, Léon Bressler, que vous avez connu, qui a été en fait aux manettes d'Unibail par le passé, qui a eu un parcours assez extraordinaire, le fait qu'il soit président du conseil d'administration, c'est quelque chose de positif. Et en fin de compte, on a mis un opérationnel connu à la tête de la boîte. Donc déjà, au niveau management, on a effectivement les bonnes personnes pour essayer de resserrer les boulons. Ensuite effectivement, il faut qu'il y ait quand même des éléments qui laissent à penser que la situation opérationnelle et donc économique risque de s'améliorer. Et là-dessus, pour le moment, on reste plutôt réticent et prudent. Donc typiquement, ce
ce que j'essaye de dire, c'est que je citais un exemple sur des dossiers dans lesquels il y a un désintérêt de marché. Et très souvent, ce qui se passe, c'est quand les dossiers baissent, quand les cours de bourse baissent, il y a un désintérêt à la fois des investisseurs dits institutionnels et aussi des analystes. Et donc, ça crée un désintérêt et c'est à ce moment-là qu'on s'y intéresse. Maintenant, on peut effectivement échanger sur Inibuy, mais j'ai peur de penser que ce n'est pas le meilleur exemple de recovery que je pourrais citer en fait. Pour l'instant, si j'ai bien compris, c'en est pas une. Ça pourrait en devenir une, mais c'en est pas une. C'en est pas une parce qu'en fin de compte, comme vous le savez, il y a quand même un tremblement de terre qui s'est opéré. C'est-à-dire que on a constaté avec le Covid une nette accélération du digital. C'est-à-dire que, et on a des gens, il y a un exemple assez surprenant, c'est pendant le Black Friday. Moi, j'étais stupéfait par les chiffres de Amazon. Amazon, en fait, sachant que le Black Friday, ça existe depuis longtemps, et le digital aux États-Unis, ça existe depuis longtemps. Et on a vu une croissance endogène de plus de 60% d'Amazon pendant ce Black Friday 2020, sachant qu'on sait très bien que les gens étaient confinés et qu'ils avaient déjà beaucoup acheté sur Internet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui maintenant sont passés au digital et donc consomment différemment. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant. On a vu ce qui s'était passé avec Kodak par le passé. Quand il y a des changements de consommation, ça peut être violent. Donc, je ne dis pas que c'est la fin d'Unibail parce qu'ils ont des actifs assez extraordinaires. Alors, on connaît tous le centre commercial de la Défense, mais ils ont aussi avec Westin de très beaux actifs, notamment à Beverly Hills, à Londres. Donc, ils ont des actifs plus que prime. Donc, on sait que… Mais leurs clients qui sont les retailers, qui sont les boutiques d'habillement, sont dans une situation compliquée. Et donc, comme ils sont dans une situation compliquée, ils ne seront plus en mesure d'accepter des taux d'effort aussi élevés, c'est-à-dire de payer des loyers aussi élevés. Donc, on va avoir un changement de typologie de population, c'est-à-dire de clients. On aura probablement plus, peut-être, des concessionnaires auto, plus de cinéma, plus de restaurants, plus d'Apple Store, mais c'est des gens qui, en général, payent moins bien que les gens dans le retail. Et donc, forcément, les revenus futurs d'Unibail ne seront pas les revenus qu'on a connus par le passé. Et donc, ça fait que nous, quand on investit dans une histoire, c'est-à-dire on identifie une boîte qui est déprimée, on va la suivre pendant longtemps et on va chercher le point d'inflexion. Mais nous, quand on cherche le point d'inflexion, ce n'est pas pour acheter, pour faire un rebond, ce n'est pas pour acheter du Unibail à 30 et les revendre à 60. Après, c'est un super coup boursier et on en sera tous heureux. Nous, c'est pour acheter ce point bas-là et espérer que repartir vers un cycle plutôt haussier de l'ordre de 5 à 10 ans. Rappelez-vous Citigroup en 2009. Citigroup en 2009, ça valait moins de $1. Après, il y a eu un split, ça a été multiplié par 10 en 2011. Ça vaut actuellement plus de $60. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie d'identifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un désintérêt. On ne veut plus les bancaires aux États-Unis parce que la crise financière, ça nous fait très peur. Mais on ne peut pas continuer à vivre sans les bancaires. Donc, on décide de s'y intéresser sérieusement à Citigroup. Et après, quand on a fait notre travail, notre due diligence, on est poussé par des choses assez puissantes qui font qu'on achète à 1, c'est-à-dire 10 parce qu'il y a eu un regroupement, et ensuite on garde jusqu'à 60. Donc quand on fait x6, on est plutôt content. D'accord. Alors, vous vous positionnez sur une valeur une fois que vous êtes sûr de son redémarrage, et en conséquence, quand les chiffres démontrent que le redémarrage va se passer, ou vous prenez un pari et vous vous dites qu'avec ce qui a été fait par l'entreprise, elle ne peut que redémarrer, même si cela prend un peu de temps. J'imagine que le risque n'est pas le même et que le prix auquel on rentre n'est pas le même non plus. En fait, votre question est extrêmement pertinente parce que Merci. Je pense que même les intervenants ici doivent rire parce qu'ils ont l'habitude aussi d'investir dans les marchés. C'est la vraie bonne question. Est-ce qu'on investit par anticipation? C'est-à-dire que est-ce qu'on achète de l'ArcelorMittal parce qu'on constate que les prix des métaux sont en train d'augmenter et que même si les publications à venir ne sont pas bonnes, on va anticiper l'amélioration future et c'est à ce moment-là où on augmente notre risque, notre plus-value potentielle, ou est-ce qu'on achète de l'ArcelorMittal au moment où Arcelor nous annonce que ses résultats sont meilleurs et le titre a déjà monté de 50%. Objectivement, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on attend quand même des signaux d'amélioration sensibles, tangibles et sérieux. Et ce qu'il y a, c'est que souvent dans les dossiers sur lesquels il y a un désintérêt, alors je suis en train de penser à Technicolor par exemple, mais il y en aura d'autres, il y a une période de flottement qui fait qu'on a cette capacité d'investir avant même que le marché se rende compte que ça aille mieux, ça va mieux. Donc, on comprend tout à fait ce que vous dites et vous avez raison. Et ça, on peut le faire de manière spécifique, mais à petite dose. C'est-à-dire, je donne un autre exemple, le cas d'Air France. Air France, c'est un cas un peu particulier et je pense que c'est une société dont personne ne va vouloir avoir un portefeuille à date du jour. Et il est vrai que quand on va constater que ça va aller mieux sur Air France,
il est probable que le cours de bourse d'Air France ne vaudra pas 3 ou 4 euros, mais peut-être 7 ou 8 euros. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Donc, là-dessus, ce qu'on fera, c'est éventuellement une veille où on mettra éventuellement un quart, 0,25 voire 0,5% du portefeuille sur la valeur, mais on n'ira pas sur Air France tant qu'on ne verra pas une amélioration sensible et significative des fondamentaux. Et donc, ça va être des petites louches, mais on va plutôt se focaliser sur des boîtes dans lesquelles il y a eu destruction de richesse de valeur, phénomène qui nous rassure parce qu'augmentation de capital ou changement managérial, ou on va dire des éléments tangibles qui montrent que les chiffres sont en train de s'améliorer. Et c'est là où on préfère agir et investir de manière sensible. Je vais vous interrompre une minute et on va profiter de David Calfon de Sanso qui est là pour lui poser justement cette question de l'anticipation. Remettez votre micro, David. Merci. Alors, justement, comment vous réagissez à ce que vient de dire Meir sur cette anticipation? Vous, dans votre style de gestion, vous y allez avant, donc c'est le moment d'aller sur Arcelor et Air France, ou vous attendez de voir pour y aller? Non, nous, sur ce genre de dossier, on a besoin d'avoir en vue un début de mouvement, un catalyseur. On a beaucoup trop peur de ce qu'on appelle des pièges à valorisation, hein, les value traps, et on a besoin de voir des signes de vie. Voilà. On a besoin de voir à l'horizon quelque chose. Alors, comment on guette ça, nous? On aime bien regarder le consensus des analystes, l'ensemble des analystes, pas se fier à une seule analyse, parce que même la nôtre, on peut se tromper. Et dans des dossiers comme ça, on aime bien regarder pour voir si on commence à voir un frémissement dans cette moyenne de consensus. On ne veut pas, bien entendu, que tout le monde soit très positif sur la valeur, parce que là, effectivement, il n'y a plus grand-chose à faire, mais on a besoin que dans l'ensemble, il y a au moins quelques personnes qui commencent à s'interroger en se disant tiens, il y a peut-être quelque chose qui a changé, il y a peut-être quelque chose qui bouge. Voilà. Merci de cette intervention. On revient à vous, Meir. Donc, je pense que vous, Meir, en tant que gérant de Recovery, vous y allez plus tôt. En fait, alors, l'exemple d'Air France est un exemple juste pour choquer, pour surprendre un peu, sachant que Air France n'est pas un dossier qui fait partie des sociétés qu'on travaille actuellement, même s'il y a des éléments qui nous surprennent et qui nous interpellent. De manière générale, alors, donc nous on ne s'intéresse pas forcément au consensus, même si on le respecte, puisqu'en fin de compte, on ne lit pas les analyses financières, on analyse directement les entreprises. Et après, on essaie d'interroger les clients, les concurrents. On fait toute une due diligence spécifique et on se fait un avis vraiment propre pour ne pas être biaisé par l'environnement externe. Mais je comprends tout à fait ce que dit David Calfon et je respecte son approche. Maintenant, ce qu'on essaye de voir, c'est de considérer que tout le travail a été mis en place, c'est-à-dire que tout le travail compliqué est derrière nous et maintenant, c'est à la société de délivrer. Et donc, quand on constate ces éléments-là, sachant qu'on considère qu'il n'y a plus forcément de risque bilanciel, on s'y intéresse en général avec 6 mois d'avance sur le marché. Et après, on pourra éventuellement procéder un peu comme ce que fait David, c'est-à-dire qu'on va pondérer de manière raisonnable l'entreprise. Et si on va sentir que le marché adopte notre thématique, c'est-à-dire que si le marché adhère à ce qu'on a compris, là, on va probablement en renforcer notre position pour se dire que voilà, maintenant, on va avoir soit le marché soit le vent dans le dos, soit des gens qui vont nous suivre. Et donc notre risque, alors on va dire, notre niveau de risque est un peu mieux maîtrisé. Mais c'est vrai qu'on aime bien démarrer un petit peu en amont avant que tout le monde s'intéresse aux boîtes. Alors, sur la Recovery, si j'ai bien compris et en écoutant ce que vous dites, je pense un peu à un chasseur ou à un chineur de brocante qui cherche patiemment et qui à un moment trouve. Et vraiment, voilà, j'ai quelques-uns de mes amis qui font ça et des fois, ils trouvent des choses extraordinaires que personne n'a vues et même des fois dans des endroits où, soi-disant, l'objet, il aurait dû déjà être vu par 10 personnes, 20 personnes. Et ben non, c'est un objet qui a échappé aux yeux des autres. Le chasseur, il peut avoir le même comportement. Il est patient, il va attendre et il va faire. Et vous, j'ai l'impression qu'avec la Recovery, c'est un peu la même chose. Vous cherchez, vous êtes patient, puis vous trouvez un élément, et un deuxième élément, et un troisième élément, et un début de frémissement, et vous faites ça. La question que je me pose, c'est prendre un fonds de Recovery, c'est-à-dire mettre plusieurs dossiers là-dedans. Est-ce qu'on ne va pas avoir ce qu'on a toujours avec un fonds,
petit à petit arriver à une moyenne et donc on peut diluer cet effet recovery, comme vous parliez de Citigroup, voilà, $1, $60. Alors même rentrer un peu tard, enfin $5, $60 ou $10, $60, il y a du gras. Mais est-ce que tout ça ne va pas être dilué avec ces plus petites pondérations, avec automatiquement des erreurs, hein, on ne peut pas tout le temps avoir raison, et des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment adapté à un fonds ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devrait plutôt se faire de manière un peu unique? Déjà, alors, moi, ce que je pense, c'est que dans les marchés financiers, des opportunités, il y en a tout le temps. Et il y en a tout le temps eu et il y en aura tout le temps. Et le sujet de la recovery, en fait, pour moi, d'ailleurs, ce n'est pas une thématique, c'est intrinsèque à la vie des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises subissent des cycles haussiers ou baissiers et subissent éventuellement des difficultés de management ou de mauvais choix, etc. Donc, ça fait que dans notre manière de travailler, il y aura toujours des opportunités des sociétés dites en recovery. Ensuite, ce qui est intéressant pour nous, c'est ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'on va essayer de s'intéresser à une société dont on pense que le potentiel à date du jour est au moins supérieur à 50%, dont le potentiel d'appréciation est d'au moins 50% par rapport au potentiel qu'on a constaté à date du jour. Mais ce n'est pas une approche relative, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter une boîte, une bancaire, parce qu'elle est décotée de 30% par rapport à BNP. Ça, c'est relatif, ça ne nous intéresse pas. On va avoir une approche absolue, c'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce que cette boîte-là, on est très proche du dur, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas décoté par rapport au niveau des fonds propres, c'est-à-dire on va avoir une approche plutôt value décote, ça c'est sûr, mais alors pour reprendre l'expression de David Calfon, on ne veut pas faire de value trap. Et donc pour ne pas faire de value trap, en fait il faut avoir des catalystes, parce que si tu n'as pas de catalyste, tu meurs avec ta boîte et il ne va jamais rien se passer. Et pour qu'il y ait des catalystes, en fait il faut que le marché vous suive. Et ça dépend, comme on l'a dit, de rotation ou d'éléments, de déclencheurs spécifiques. Typiquement, une valeur pour laquelle la liquidité est abondante, c'est un plus. Parce qu'en général, et on l'a vu avec la bourse, vous avez vu ce qui s'est passé récemment pendant 2020. Ceux qui ont fait les meilleures performances, ça a été les plus gros initiés en 2020, ça a été les particuliers. Ils se sont enrichis et on a vu en fait qu'ils sont d'ailleurs très présents à la fois en France, en Australie, en Chine et aux États-Unis avec Robinhood. Maintenant, donc, ces boîtes-là pour lesquelles il y a un flottant assez élevé, quand il y a des catalystes, ils sont repérés par les particuliers qui créent une certaine liquidité et qui créent des effets plus ou moins vertueux. Donc en fait, comment vous dire, je me perds un peu, mais ce que j'essaie de vous signifier, c'est que cette thématique-là, elle ne va pas créer, on va dire, d'endormissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec un fonds diversifié, avec plusieurs boîtes dans lesquelles il ne va pas se passer grand-chose. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'avoir éventuellement une ou deux valeurs pour lesquelles on risque d'avoir une grosse déception, mais il est fort probable que les autres contributeurs, avec un potentiel de rebond assez significatif, viennent au contraire diluer ces deux sous-performeurs qu'on risque d'avoir en portefeuille. Alors, une dernière question avant qu'on rende l'antenne. Vous avez parlé d'endormissement. Quand un gérant de recovery, quand il possède une valeur ou après avoir vérifié de son point de vue, tout est prêt pour que la valeur redémarre parce que le management est là, parce que tout est là, et que malgré tout ça, la valeur ne redémarre pas. La stratégie, c'est quoi? C'est à un moment, on lâche le dossier ou c'est de dire non, c'est pas grave, on garde, on stocke. Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tout est là et ça doit repartir. Pour le coup, en fait, nous, on n'est pas des ayatollahs on va dire qu'on respecte les marchés financiers. C'est-à-dire que si ça ne veut pas monter, c'est que potentiellement qu'on a tort ou que le marché n'en veut pas. Et si c'est le cas, on ne va pas garder 1 an ou 2 ans ou 3 ans. On va effectivement probablement se désengager de l'entreprise parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi on s'est trompé. Parce que l'idée, c'est quand même, quand on investit dans une boîte en retournement, on espère que l'intérêt de marché se fait au moins dans les 6 mois qui suivent. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on risque de retrouver un peu comme ce qu'ont fait les gérants value avec les bancaires, c'est-à-dire moins 70% de sous-performance en 5 ans, et c'est ce qu'on aimerait éviter en fait. D'accord. Eh bien, Meir, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau et de voir un petit peu tous ces exemples, toutes ces sociétés rapidement dit. Donc, Unibail qui n'a pas les caractéristiques d'une recovery, Technicolor qui semble en avoir, Air France qui est un dossier de provocation. Voilà, on reparlera de tous ces dossiers et on verra tout ça ensemble. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Maël, merci David.
d'avoir été parmi nous. Bye bye, ciao à tout le monde et on se revoit dans 15 jours comme d'habitude. Au revoir. Thierry, on vous rend l'antenne. La French Radio. Portugal.